Et donc, on va tout de suite passer à la présentation du projet du groupe scolaire René Cassin de Bouloir. Et donc, j'appelle Sophie Chebel de Chebel et Gentil Architecte et Christophe Gentil, l'autre nom de Chebel et Gentil Architecte. Et en présence de Jean-Marie Boucher, qui est le maire de la ville de Bouloir. Ancien maire, d'accord. À l'époque. Mais qui était le maire à l'origine. Exactement, vous avez été ancien maire, vous avez été maire. Alors ça c'est clair. Et donc, à vous la parole. Effectivement, j'étais maire à l'époque, je ne le suis plus, je suis encore conseiller municipal, mais on peut considérer que j'étais atteint par la limite d'âge, il fallait laisser la place à d'autres. Et mon ami Jean-Pierre Arras est toujours adjoint en charge des bâtiments. Bon, pour faire rapide, Bouloir est une commune de 2100 habitants située sur l'axe Le Mans-Orléans, une trentaine de kilomètres du Mans. Et la problématique que nous avions donc à l'époque, c'est plusieurs natures. Il y avait d'abord un point important, c'est que l'école de Bouloir était éclatée entre deux sites. Alors ça, c'est la résurgence du passé. Il y avait une école de garçons dans un coin, une école de filles dans l'autre. Donc elle était éclatée en deux sites, avec l'école maternelle, une école primaire et la cantine d'un côté, et une autre école primaire de l'autre côté. Alors il fallait déjà, dans notre esprit, regrouper tout ça. La deuxième grande raison, c'est que nous manquons de capacité d'accueil à la cantine et aussi de capacité à l'école maternelle. Il fallait aussi faire une extension de ces deux éléments-là. Et puis du coup, donc, on profitait pour moderniser, avoir des classes tout à fait moins vieillottes que les autres, c'est le cas de dire, et qui sont capables aussi d'accueillir les nouveaux éléments, les nouvelles technologies d'enseignement. Voilà. Donc un projet assez vaste qui comportait du neuf, la construction de neuf, de la réhabilitation de l'ancien, et tout ça autour de cours d'école complètement réaménagés, et puis aussi un nouvel accès à cet ensemble scolaire, à partir par l'arrière, je ne sais pas si on verra un plan, par l'arrière du bâtiment, enfin, parce qu'on avait aussi des problèmes de parking, de stationnement dans les petites rues, et qui précédemment donc, entourait l'école. Voilà. Donc on a fait appel au cabinet Chebel Gentil d'Angers, et avec qui nous avons travaillé pendant 3 ans, 2 ans et demi, en comptant la conception, en comptant la réalisation, et je sais que Jean-Pierre est toujours en relation avec eux, parce que comme c'est normal, il y a parfois des petits problèmes à régler. Voilà. Donc j'ai dit l'essentiel, sauf si vous avez d'autres questions. Bonjour à tous. Je précise qu'on est aussi accompagné aujourd'hui du bureau d'études Corbatera qui a fait des études et suivi le chantier pour la partie VRD espace vert. Manuel Tillot et Lionel Millet, les associés du bureau d'études, et Didier Blin du bureau d'études Blin Ingénierie qui a été aussi notre partenaire sur l'opération. Les autres n'ont malheureusement pas pu être présents aujourd'hui. Donc, comme l'a expliqué Monsieur Boucher, maire de Bouloir à l'époque du projet, il s'agit d'un regroupement scolaire. Donc, on a un site scolaire sur lequel on a une école élémentaire, une école maternelle et un restaurant scolaire qui se trouve sur la suivante. Non, décidément, c'est. Ah, pardon. Ça marche. Ouais, non, je voulais la photo aérienne, mais la photo aérienne, parce que ça permettra de localiser l'école. Bon, en tout cas, on intervient dans une zone, dans le bourg, oui, c'est avant. J'allais encore avant. Voilà. La photo aérienne de la commune de Bouloir, où on voit effectivement donc l'école actuelle avec la partie école maternelle, au centre la restauration scolaire et un bâtiment qui était occupé par les classes de l'élémentaire. Et on avait donc des enfants qui étaient délocalisés dans le village
des salles de classe qui étaient isolées. Donc l'idée, c'était de les ramener évidemment sur le même site pour une meilleure gestion, des échanges plus faciles entre les enseignants et une direction scolaire aussi qui se fasse plus facilement. Éviter aux enfants de devoir faire des allers-retours pour arriver à la cantine tous les jours. Donc voilà, l'établissement scolaire se trouve ici aujourd'hui, était desservi uniquement depuis cette petite ruelle avec quelques places de stationnement pour l'entrée de l'école élémentaire et ensuite un parking un peu plus conséquent pour l'école maternelle. On est entre le centre-bourg de Bouloir et des équipements sportifs extérieurs, un gymnase, des équipements publics, donc vraiment dans une zone d'activité très importante, mais qui était à l'époque donc occupée par aussi des terrains de basket extérieurs et en tout cas pas d'accès depuis la rue du Jeu de Paume qui se trouve ici. Donc le premier travail, ça a été de comprendre au niveau des usages. Voilà. De comprendre au niveau des usages comment étaient répartis les différents accès, les différentes liaisons, parce qu'il y avait effectivement l'idée d'avoir des accès indépendants de l'école élémentaire et l'école maternelle, mais de pouvoir aussi avoir des liaisons douces entre les deux, pour les fratries, les familles qui parfois devaient passer d'une entrée à l'autre pour déposer des enfants. Donc comprendre les usages, les accès et trouver une implantation judicieuse du bâtiment pour définir la limite de l'école, la limite de la cour de récréation qui était un espace extérieur auparavant ouvert, juste tenu par une clôture ouverte sur les terrains de sport. Là, le bâtiment vient vraiment donner et sécuriser l'enceinte de l'école, créer du coup une interface entre espace public et site scolaire, puisque de l'autre côté du bâtiment, on en profite pour créer un parking suffisamment important pour les parents qui étaient un peu coincés de l'autre côté dans la petite ruelle. Un parking public qui peut aussi être mutualisé avec les terrains de sport. L'idée, c'est de vraiment penser aux usages, à la possibilité de mutualiser, à la possibilité d'échanges qu'il peut y avoir entre l'école et les autres équipements, mais aussi au sein de l'école, entre les deux écoles élémentaires et école maternelle, que chacun ait vraiment son autonomie, mais qu'il y ait aussi des interfaces qui soient possibles. Donc le départ du projet, c'est... oui, donc alors là vous avez l'équipe de maîtrise d'œuvre que j'ai citée avec les personnes présentes, les différentes entreprises qui sont principalement des entreprises, presque toutes des entreprises sartoises. On a donc un site scolaire qui s'étend sur un peu plus de 1800 m², c'est un site assez important. Et sachant que comme l'a dit M. Boucher, dans le projet, on en a profité aussi pour faire des interventions. On a la construction d'un bâtiment neuf, mais aussi on a des interventions ponctuelles de travaux dans l'école maternelle et dans la restauration scolaire pour répondre à des besoins plus importants effectivement en termes de surface, aussi à des problématiques d'accessibilité avec un dossier ADAP de mise en accessibilité donc des bâtiments publics qui étaient déjà lancés mais qui n'étaient pas achevés et qu'on a achevé dans le cadre des travaux qui ont été menés. Donc voilà, un chantier qui s'est réparti à plusieurs endroits du site scolaire, en plusieurs phases. Peut-être qu'on peut revenir sur la petite maquette pour expliquer un peu justement les différentes interventions. Voilà. Donc on a donc l'école maternelle qui était ici, avec une entrée qui a été maintenue sur la petite place, mais maintenue provisoirement dans l'éventuelle suppression, puisque c'est devenu un groupe scolaire, il est possible qu'on évolue vers une seule direction. Donc il y avait un besoin de systématiquement relier les deux écoles pour qu'on puisse à choix entrer soit par la nouvelle entrée définie par le nouveau bâtiment, soit par l'ancienne. L'idée étant aussi de désenclaver au niveau circulation automobile les petites rues de l'ancien bourg et de venir se rouvrir sur la plaine sportive qui est beaucoup plus accessible et qui dessert un des grands axes de desserte de la commune. Donc on avait l'école maternelle sur laquelle on est venu faire une petite extension en construction bois pour rajouter une classe, où on a redéfini un système d'accès à travers l'école parce qu'il y avait actuellement, au départ, les enfants sortaient de l'école par les sanitaires. Donc on a redéfini les circulations intérieures en essayant de conserver un maximum
des équipements existants parce que ce n'était pas prévu dans le marché initial. Et on a essayé de tirer le meilleur parti de ce qui existait pour le mettre en valeur, le restructurer et pouvoir développer au maximum le projet. Donc là, on a retravaillé un système d'accès qui permettait d'avoir une entrée, on a créé un petit porche, et puis après, on pouvait sortir directement sans passer par les sanitaires dans la cour de récréation qui a été redéfinie ici, et où on a développé un préau qui a pour objectif de relier tous les bâtiments qui étaient épars sur le site, en recréant du lien à pied sec pour tous les enfants, en même temps qu'une structure qui puisse servir de support à leur jeu, à leur éveil, vraiment à créer un paysage dans la cour, et qui amène, à travers une différence de niveau qu'on a travaillé pour créer un jeu de gradins qui permette aux enfants aussi d'exploiter le dénivelé entre la cour à la fois pour séparer les petits des grands, et pour créer un lieu de rencontre autour d'une petite agora en gradin qui permet de passer d'un niveau à l'autre, et qui est accompagné par la rampe qui, du coup, supporte aussi tout ce qui est problématique d'accessibilité handicapée pour passer d'une école à l'autre. On a des renflements sur cette circulation qui permet de gérer des groupements par petits groupes de façon à limiter, à disperser les enfants sur un préau un peu plus distant plutôt que de les regrouper tous en un seul endroit, et du coup avoir aussi des effets acoustiques qui soient moins importants quand on a des regroupements d'enfants. Ensuite, on vient sur la deuxième cour, en face de l'école élémentaire, créer un bâtiment neuf de 4 classes, plus un pôle administratif avec un bureau de direction qui se retrouve en tête de l'établissement et au niveau de l'entrée, qui accueille actuellement la direction de l'établissement élémentaire et qui à terme pourra accueillir la direction de l'ensemble du groupe scolaire quand il y aura le départ de la directrice actuelle de l'école maternelle ou du directeur de l'école élémentaire, puisqu'on sait que a vocation sur les groupes scolaires d'avoir une seule direction globale pour les établissements. Donc on a pensé aussi l'organisation en fonction de ces développements futurs. Ici, l'enjeu, c'était donc d'avoir un stationnement assez important pour que les parents puissent venir à la fois stationner il y a beaucoup quand même de dessertes des écoles aujourd'hui qui se font en voiture à Bouloir avec des gens qui habitent relativement loin, qui partent travailler en voiture et qui du coup déposent leurs enfants sur le trajet du travail. Donc la problématique d'accueillir des véhicules était aussi assez centrale. On a fait tout un travail avec Emmanuel Thébault, du coup, sur un travail de perméabilité des sols, pour essayer de réduire au maximum l'emprise des sols durs et des sols imperméables. On détaillera un peu. Il vous reste maintenant moins de 10 minutes. Hein. Très bien. Donc, là, je crois qu'il faut y aller. Hein. Donc, du coup, au niveau de la construction, donc une petite extension pour la cuisine scolaire ici. On va rentrer dans le bâtiment si vous voulez bien. Donc on trouve ici le préau qui a été construit. Alors on a 2 grosses caractéristiques sur ce projet au point de vue environnemental. Alors nous on développe une approche bioclimatique sur les bâtiments. Donc on travaille des bâtiments qui essayent de profiter au maximum des qualités du site pour économiser leur énergie, profiter de l'ensoleillement naturel, profiter de conditions de ventilation optimum. Et le deuxième axe, c'est qu'on essaie de travailler avec un maximum de matériaux naturels, matériaux biosourcés, pour avoir un impact carbone plus faible sur l'environnement. Sur ce projet-là, ça a été un équilibre entre tout ça. C'est effectivement le bon matériau au bon endroit. C'est effectivement une question par rapport à un budget global, une opération très dispersée, des complexités d'intervention dans le temps et des choix architecturaux. On a retenu comme grand choix architectural le fait d'avoir un grand bâtiment enseigne avec un jeu sur une enseigne dynamique qui en fait, sur les tasseaux du bardage, on est venu poser des éléments qui, en fonction de l'orientation du regard, font apparaître ou non la signalétique de l'établissement et le nombre des caissons, de façon à ce que cette nouvelle orientation du bâtiment devienne évidente dans le contexte. Et puis on a travaillé surtout sur du bardage bois, en essayant de travailler sur un bois local. On a travaillé avec du châtaignier, donc avec toute une problématique de mise en œuvre et de détail fait pour éviter les problèmes liés au tanin du châtaignier. On a réussi à travailler avec un châtaignier local en provenance de Bretagne, qui a été proposé par les entreprises les scieries Rahuel, et une construction bois avec un apport d'isolant biosourcé et parfois d'isolant minéral, sur des choix qu'on a effectués sur des problématiques globales de coût et d'efficacité dans des besoins de ramener de la masse sur un isolant ou sur l'autre. Alors si on peut avancer un petit peu. Encore s'il vous plaît. On voit ici le bâtiment principal de l'extension.
auquel on est venu à coller une serre bioclimatique, c'est-à-dire qu'on travaille nous pas mal dans les bâtiments avec l'adjonction de surfaces qui sont traitées avec des serres horticoles, qu'on détourne de leur utilisation initiale pour venir créer des espaces tampons entre intérieur et extérieur, qu'on fonction d'être à la fois, derrière on a les salles de classe, un tampon thermique sur une façade froide, en même temps un lieu naturellement protégé et tempéré, parce qu'on utilise en fait les systèmes de pilotage horticole des serres qui font que la toiture s'ouvre sur toute la hauteur quand on atteint une certaine température et qu'on arrive du coup à avoir à la fois des apports solaires qui permettent de chauffer cet espace et en même temps une ventilation très simple avec un système très robuste agricole qui permet de le piloter sans intervention des usagers pour qu'en cas de forte chaleur, au contraire, on vienne abaisser la chaleur par une fin de ventilation. Ça nous permet de développer un peu plus de surface que ce qu'on attend au programme sur du clos couvert isolé classique en proposant des enveloppes intermédiaires qui font espace tampon, renfort d'isolation sur le bâtiment. Derrière, on retrouve un bâtiment en ossature bois avec une isolation qui est en ITE. Alors, on a une isolation intercalaire qui est réalisée en laine de roche dans l'ossature bois, puis une isolation extérieure qui est réalisée en laine de bois. Alors, on n'a pas tout fait en laine de bois pour des questions de coût. On a choisi de mettre la laine de bois sur la partie ITE pour casser les ponts thermiques au niveau des ossatures et aussi pour apporter un pare-pluie par l'isolant, puisque la qualité de la fibre de bois est de pouvoir faire pare-pluie et d'éviter de rapporter un nouvel élément pare-pluie extérieur. C'est un bâtiment mixte, tout le plancher et les refonds sont traités en béton et en maçonnerie. Pourquoi? Parce que le pendant d'une forte isolation sur les bâtiments, on recherche aussi une forte inertie. Et on a cherché à amener cette inertie aussi par la maçonnerie, alors par le choix des isolants, puisque l'isolant en laine de bois et en laine minérale sont des isolants lourds. Ce qu'on voit ici, là, c'est l'ITE sur la façade ouest, avec la laine de bois qui est en place. Mais on a besoin aussi d'amener plus d'inertie avec ce système de refend et de plancher en béton pour garantir un confort optimum en été. Sachant que dans l'orientation du bâtiment, on a toutes les pièces de vie qui sont en forte ouverture sur l'extérieur pour avoir un ensoleillement maximal et un maximum de lumière dans les locaux, avec des recherches d'élévation dès qu'on est sur une façade favorablement orientée pour amener du soleil dans les salles de classe. On peut peut-être avancer. Des mises en place de brise-soleil selon les orientations. Là, on est sur la façade ouest, où on va avoir en place un brise-soleil vertical qui est traité par le maraudage, qui sert à la fois de signalétique, de mise en valeur du bâtiment et de brise-soleil pour la lumière de l'ouest, qui est redoublé par des systèmes de store solaire extérieur pour les périodes de trop fort ensoleillement et pour les besoins d'éventuelles occultations dans les salles de classe. Sur le côté opposé, on a cette grande serre qui vient tempérer l'espace et sur lequel on a en second jour de nouveau les salles de classe pour apporter encore de la lumière. La serre, c'est aussi un tampon acoustique, parce que quand on est en cours de récréation, qu'il y a des activités sportives, on peut la fermer et ça devient un tampon acoustique entre l'intérieur du bâtiment et l'extérieur. De même que le choix de rajouter de l'inertie par des refends maçonnés dans le bâtiment, c'est aussi un choix acoustique parce qu'on a une vraie problématique d'isolement entre salles de classe et qu'on traite du coup non seulement avec les matériaux des salles de classe, où on peut voir qu'on a des plafonds en fibre de bois qui sont là pour faire de la correction acoustique, qu'on a un choix de faire des asymétries dans les volumes de façon à limiter le temps de réverbération. On complète ça avec un sol acoustique. Alors là, on a mis du PVC, on a préféré mettre du linoléum pour être sur un matériau biosourcé, mais dans le cadre de l'économie du projet, on était dans les limites et il fallait qu'on fasse des choix. On a choisi ici le PVC, qui offrait une bonne qualité d'ensemble pour le projet. Et puis au niveau de l'acoustique, après on a les parois lourdes qui sont vraiment très importantes pour séparer les éléments des salles de classe. Et on a ce travail sur les tasseaux qu'on a en façade et qu'on a retrouvé aussi en sous-face de tous les préaux, avec un complément d'isolation derrière les tasseaux et qui sont là pareil pour faire de la correction acoustique sur tout ce qui est espace extérieur, parce qu'on sait que dans l'usage, le bruit, pour l'enseignement, pour la vie des enfants, c'est très important de pouvoir le limiter. Donc c'était ce qu'on a fait sur le travail de la forme du préau pour répartir les enfants et également sur toutes les sous-faces de préau pour amortir un maximum les bruits. Au niveau de la ventilation, on est sur une ventilation double flux assez standard, mais
Donc on est sur un chauffage par le sol, on a développé un chauffage par le sol. Alors le bâtiment existant n'a pas été restructuré au niveau thermique, au niveau de source d'énergie. On est resté sur la chaudière existante fuel. On a redistribué des radiateurs pour améliorer le chauffage dans les salles de classe qui étaient revisitées. Le bâtiment neuf, on le chauffe avec un plancher chauffant, de façon à avoir une température de confort pour les enfants qui soit à la hauteur des enfants. On travaille sur des apports de lumière et du coup de réchauffement solaire via de grandes baies sur les ouvertures les mieux exposées. Et puis, on a une ventilation double flux qui permet de renouveler les volumes importants d'air qui sont demandés pour le renouvellement d'air dans les classes et qui utilise la serre en fait pour, en période hivernale, prélever l'air extérieur, de façon à ce qu'on puisse profiter du préchauffage de l'air par la serre, dans le cadre de la ventilation. Après, toutes les salles de classe sont orientées avec une double orientation et une possibilité d'ouverture des deux côtés. Parce qu'au-delà de ça, notre rencontre avec les utilisateurs, elle dit que la ventilation, c'est double flux, c'est bien, mais un prof, quand il a fini son cours, il a envie d'ouvrir les fenêtres. Et ça, on ne veut pas l'interdire. On veut que l'usager puisse prendre la possession des bâtiments. Et puis, s'il choisit de ventiler naturellement, il faut qu'il puisse le faire efficacement et rapidement. Donc, on a aussi toujours cette possibilité de ventilation naturelle. Et un travail, comme vous pouvez le voir, sur différents espaces dans les salles de classe, avec ici une zone atelier, qui va venir chercher une lumière plutôt zénitale pour avoir une bonne qualité d'éclairement sur des travaux de peinture, de dessin, de jeu. Et puis après, des salles qui sont ramenées de façon plus horizontale pour l'enseignement des cours, pour qu'on ait plus une meilleure concentration. C'est aussi le travail globalement sur l'enveloppe, par rapport au jeu de la lumière qu'on peut avoir dans les salles de classe. On peut peut-être avancer, il y a peut-être d'autres photos. Là, vous voyez typiquement les tréaux, avec le système de tasseaux qui se retrouvent en sous-face, qui ont été traités en ganivelle de châtaignier, de façon à avoir quelque chose de brut, qui s'apparente à un aménagement extérieur. On voit là le préau, on voit ici des aménagements qui étaient faits en nid gravel extérieur. La collecte des eaux de pluie qui se faisait dans des petits ruisseaux extérieurs qui collectaient la pluie, qui avaient pour vocation à la fois de gérer le drainage et l'infiltration des eaux, et en même temps de devenir un élément ludique pour l'animation des cours de récréation. Et ici, on voit le système de façade, à la fois filtre visuel sur l'extérieur, protection des enfants sur l'intérieur, filtre contre la lumière, et support d'une signalétique qui s'anime simplement par le regard. En fait, système de petits tasseaux rapportés qui font que quand on bouge devant, soit on a la face principale de l'inscription qui apparaît et l'enseigne apparaît fortement, soit on se déplace et elle disparaît. Et ça donne une animation, un jeu de façade qui est venu recréer un paysage devant l'école. Tous les espaces extérieurs ont été traités en limitant au maximum les problématiques d'infiltration. Donc on a les zones de circulation qui sont traitées en enrobé. On a toutes les zones de stationnement qui sont traitées en nid à gravel, c'est-à-dire un nid d'abeilles rempli de gravier qui permet de drainer l'eau et de stabiliser le gravier sur la zone, y compris dans certaines cours de récréation. Et on a travaillé des découpes d'enrobés sur les cours de récréation pour limiter au maximum la remise en place d'enrobés, là où c'était tout de même souhaité par les enseignants pour des questions d'activité de ballon, d'autres. Voilà. Un petit mot sur les liaisons urbaines. Alors, sur les liaisons urbaines, c'est ce que je disais en entrée, notre grande problématique, c'était à la fois de désaturer les petites rues qui entouraient les anciennes écoles de la circulation automobile, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient déposés en voiture, donc de recréer un nouvel espace via le nouveau parking sur la plaine sportive, de mutualiser l'équipement d'un parking avec d'autres activités, parce qu'en fait, on a fait un parking avec une jauge pour l'école, mais qui est aussi une jauge pour l'activité sportive le week-end, pour éviter d'avoir deux parkings, parce qu'on constate que beaucoup de bourgs multiplient les zones de stationnement, et on pense que c'est plutôt à éviter si on veut essayer de décarboner le paysage. Et puis, il y a eu la création donc, de ce préau qui a pour objet de permettre la liaison de tous les enfants, mais y compris d'un chemin de contournement qui permet de passer. Alors, si on revenait tout au début, on verrait peut-être. Non, mais c'est très bien, on va regarder la synthèse, s'il vous plaît. Non, je préfère arriver à la synthèse, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Donc, en synthèse, les points forts, c'est qu'effectivement, le grand sujet, c'était d'abord d'optimiser le confort d'usage dans l'école, d'usage des enseignants qui étaient sur des sites dispersés à travers Bouloir, qui avaient des contraintes, d'usage des parents qui avaient des contraintes lourdes au niveau de la gestion de l'amener des enfants sur site, et puis de la circulation des familles globalement autour du site, et de mettre en valeur tous les équipements de Bouloir sur un seul ensemble.
Et sur la conception bioclimatique, vous retenez des enseignements sur ce projet? Alors sur la conception bioclimatique, nous, ça nous a permis de valider effectivement. Alors on n'avait pas de certification demandée sur ce projet, on n'avait pas de seuil défini à atteindre. Donc on a travaillé vraiment de manière empirique en développant ce qui nous semblait le plus adapté par rapport aux conditions d'usage du bâtiment, aux objectifs de confort que l'on souhaitait atteindre, et en mettant en avant des systèmes qu'on avait déjà éprouvés dans d'autres écoles, avec une serre bioclimatique, avec une isolation renforcée, avec une alternance entre isolation et inertie des matériaux, pour pouvoir obtenir un confort qui, a priori, aujourd'hui, donne satisfaction aux usagers. Merci beaucoup. Si vous voulez bien applaudir. Alors, on démarre notre série de questions-réponses par notre comité d'experts et c'est Romain Martel qui démarre. Merci beaucoup pour cette présentation et ce projet très complexe, très complet, qui permet de répondre à plusieurs problématiques tout en élégance. Alors, je vais commencer par ne pas parler du projet de neuf, mais parler du projet de rénovation. J'ai entendu qu'il y avait une chaudière fuel. Est-ce que Qu'est devenu la chaudière fuel? Est-ce que le projet de rénovation a été abordé éventuellement? Est-ce que c'est un sujet à venir? Qu'est-ce que Oui, alors on a abordé le problème de remplacer la chaudière fuel au départ. Didier Blin. Oui, bonjour. Oui, donc évidemment que ce problème a été évoqué. On a même évoqué en fait, la possibilité de faire une chaufferie pour faire une chaufferie pour l'ensemble du projet. On vous voit. Oui, donc je disais que ce problème a été abordé, bien sûr. Alors surtout que la chaudière est ancienne, hein, vétuste même. Et donc on avait proposé de faire une chaufferie centrale pour l'ensemble du projet, mais on avait des contraintes budgétaires assez fortes, et donc en fait il a été décidé de ne pas toucher à cette chaufferie et juste de mettre quelques radiateurs sur les parties existantes. Et donc le projet a son propre système de chauffage. Globalement, la rénovation n'était pas dans le projet initial. Vous avez proposé une rénovation. Alors, il y avait des sujets qui faisaient partie du programme initial. Simplement, on a vraiment fait une relecture de ce programme. On a exploré aussi l'école et voilà, discuté avec les utilisateurs et la municipalité pour comprendre les usages. Et typiquement, l'histoire des sanitaires qu'il fallait traverser pour sortir dans la cour, c'est quelque chose qui nous a frappé dès qu'on a visité, alors que ce n'était pas forcément dans le programme. Mais on s'est dit, on ne peut pas faire des travaux conséquents sur tout le site scolaire et sans résoudre ce problème-là. Donc effectivement, de fil en aiguille, on a été amené à restructurer plus lourdement l'école maternelle, plus lourdement que ce qui était initialement prévu dans le programme. Vous avez cherché une cohérence en termes de performance thermique dans l'ensemble du bâtiment, ceux qui ont été rénovés et les neufs, ou on a des performances différentes? On a des performances différentes. Ouais. On a des performances différentes. On a essayé en fait de faire en sorte que tout ce qui était ajouté au projet vienne dans le but d'une amélioration future et offre déjà des qualités qui soient suffisantes dans le cadre d'une rénovation thermique plus lourde des bâtiments existants. Mais sur les bâtiments existants, on a eu surtout une rénovation, un travail sur de la restructuration fonctionnelle et pratique des locaux. Le budget global n'était pas illimité, donc il fallait faire des choix, à la fois répondre à toutes les attentes en matière de surface neuve et essayer de minimiser les écarts de qualité aussi entre les différents bâtiments. On ne voulait pas que les gens de l'école maternelle aient le sentiment qu'ils n'avaient pas bénéficié de travaux de rénovation et d'amélioration de leur environnement au détriment de l'école élémentaire qui récupérait 5 classes parfaitement neuves avec un système beaucoup plus élaboré de chauffage, de ventilation. On a fait des recherches aussi sur l'énergie sur le bâtiment neuf. On a fait une étude sur de la géothermie horizontale qui nous intéressait parce qu'on traitait une grande zone de parking, donc il y avait intérêt à profiter de ces travaux pour faire de la géothermie horizontale. Hélas, à l'époque, la région ne finançait que de la géothermie verticale, qui pour nous n'était pas appropriée, était une source de coûts et de travaux supplémentaires. Et nous, on a plutôt une logique de travail dans une économie de travaux et d'emprise des bâtiments. Donc finalement, on a décidé, en accord avec Monsieur le maire, de ne pas le retenir, et parce qu'on n'avait pas le budget du coup pour
On a pour vraiment aller exploré vers plusieurs, cette on a solution. vraiment exploré plusieurs Vous avez- solutions techniques, choix d'énergie avec de l'ingénierie, la commune. On a rencontré l'ADEME, voilà, pour essayer de trouver aussi des solutions qui permettent d'être soutenues financièrement dans le cadre, à l'époque, de ce qui pouvait être, des 100 projets qui devaient être soutenus dans la région. Mais voilà, effectivement, entre le coût d'investissement, les soutiens parfois qu'on pouvait avoir, mais qui n'étaient pas forcément suffisants, et le budget qu'on avait, voilà, on a dû faire des choix. Mais on a exploré plusieurs solutions. Hein. Et un des barrages, c'était effectivement la problématique de la source d'énergie de l'école maternelle existante. C'était difficile de prétendre à des subventions sans pouvoir toucher à la source de chauffage de l'école existante, mais qui représentait dans tous les cas un investissement beaucoup plus lourd pour la commune. Et aujourd'hui, la commune, c'était déjà un projet conséquent pour elle et elle n'avait pas les moyens de se lancer au-delà. Est-ce que vous avez prévu, si on est toujours sur les sources d'énergie, quelque chose qui est très simple, mais qui permet de préparer l'avenir, de préparer des installations permettant d'accueillir un jour des panneaux photovoltaïques, qui limitera les travaux futurs le jour où ils passeront au PV? Alors, Ce qu'on appelle le ready PV ou... Non, alors pour le coup, nous, on n'a pas prévu d'installation de panneaux photovoltaïques à venir. On est sur une école, donc on est vraiment sur une... Enfin, nous, on a beaucoup travaillé sur la lumière naturelle, essayer de limiter un maximum la consommation à l'origine, au-delà de se soucier de savoir comment on pouvait produire de l'énergie. On a d'abord choisi dans les salles de classe de faire en sorte que les lumières soient le moins allumées possible, qu'on puisse effectivement avoir une qualité de lumière permanente en fonction des heures de la journée pour que toutes les consommations soient le plus réduites possible. On a fait le choix, typiquement, le chauffage par le sol est électrique, pour des raisons économiques aussi. On n'avait pas de gaz, on n'avait pas de source d'énergie disponible, à part une éventuelle géothermie qui a été avortée. Le plancher chauffant, une question que s'est posée le comité d'experts sur est-ce que ça risque pas par moment dans l'année de provoquer des surchauffes? Est-ce que c'est vraiment adapté à ce type de situation? C'est adapté à ce type de situation si on travaille sur de la protection solaire efficace, qui fait que sur les intersaisons, on peut gérer des échauffements soudains, parce qu'en fait, le problème, c'est l'inertie. Oui, je vais rajouter. Alors, le plancher chauffant électrique est autorégulant, hein, par principe. C'est-à-dire que les résistances qui sont mises en œuvre aujourd'hui, elles ont des coefficients qui varient en fonction de la température. C'est-à-dire que dès qu'il y a une surchauffe dans le plancher, en fait, la résistance augmente du plancher et elle diminue sa puissance. Et sur les planchers chauffants, on a très peu de différence de température entre le plancher et l'ambiance. On a un émetteur qui a une surface très élevée. Et donc, le delta T étant faible, dès qu'on a un apport de chaleur dans le local, en fait, le delta T diminue et par principe, on diminue l'émission. Donc, il est, on va dire, un plancher chauffant et autorégulant. Et puis, en plus, on a une régulation avec une sonde qui coupe, en fait, dès que la température ambiante est atteinte. Et puis, Question dans la salle? Sur ce sujet-là? non. Oui, ou sur un autre sujet, on peut passer à autre chose. Tout le monde parlait de photovoltaïque. Je vais me rapprocher. L'eau chaude solaire, enfin, l'eau chaude sanitaire. Alors, l'eau chaude solaire, nous, on la développe pas sur des groupes scolaires pour des questions de période d'utilisation. En fait, même dans les cantines scolaires, si on a un gros volume d'eau, ça peut être intéressant. Mais les périodes où l'eau chaude solaire est le plus efficace, c'est en plein été. Et en plein été, les groupes scolaires sont fermés. Donc finalement, généralement, quand on fait des bilans, on se rend compte que l'eau chaude solaire, c'est pas forcément la solution la mieux adaptée pour l'usage de l'eau dans les groupes scolaires. Par contre, typiquement sur l'eau chaude, on ne met quasiment jamais, nous, d'eau chaude dans les sanitaires. Parce qu'on se rend compte qu'au contraire, on met souvent des ballons d'eau chaude pour que les enfants puissent se laver les mains avec une eau chaude ou une eau tiède. Sauf qu'en fait, les enfants, ils viennent, ils ouvrent l'eau, ils se passent les mains dessous, ils repartent, et quand l'eau chaude arrive, en fait, ils sont partis. Donc, on essaie plutôt de travailler en amont sur étudier quel est le besoin, quelle est la réalité du besoin et la réalité de l'usage, pour limiter les recours à des installations techniques qui viendraient compliquer le... Vous voulez compléter? Oui, je complète. On est tout à fait d'accord. Et sur ces types d'établissements, on est plutôt avec des productions décentralisées, donc des petits ballons auprès de chaque point d'usage. C'est-à-dire qu'on évite le bouclage, les problèmes de légionnelle. Et un groupe scolaire, c'est 180 jours d'utilisation par an, sur 365 jours. Donc, avoir un bouclage qui va fonctionner toute l'année, pour une utilisation, en plus des consommations faibles aussi, on arrive à des rendements qui sont très, très, très médiocres.
En fait, globalement, Est-ce vous avez qu'il y a- présenté en... On va peut-être passer à un autre point. Est-ce qu'il y a une autre question du comité d'experts? Allez-y. Je veux juste revenir sur le travail sur l'existant. Je trouve c'est plus une affirmation qu'une question. Je trouve que c'était intéressant le fait d'amener de la lumière dans les classes. Vous avez aussi fait un travail d'interversion le reste du dortoir était côté court et il est passé côté à l'arrière, donc un espace plus sombre. Donc parfois on parle d'apport d'énergie, de réduction d'énergie, mais aussi des fois changer un usage, Oui. Ça permet déjà naturellement de faire des économies d'énergie. On voit le bloc sanitaire ici qui était effectivement qui était en fait fermé là, pardon. On a rajouté cette cloison pour créer la circulation et un contournement de ce bloc sanitaire. Avant, effectivement, on passait dans le bloc sanitaire et on sortait dans la cour. Et en restructurant du coup pour créer cette circulation les locaux annexes, on avait une bibliothèque, on avait voilà, et on a déplacé dans la partie nord de l'école. Et on avait ici une salle dont les enseignants n'étaient pas très contents parce qu'elle était plutôt sombre. Le dortoir était là avant et du coup on l'a déplacé plutôt dans la salle qui se trouve ici. Et effectivement, comme on a occupé la partie haute pour la bibliothèque, on a créé la nouvelle classe en partie. Et puis la difficulté aussi d'intervenir sur ce bâtiment dortoir, là, parce qu'il a une forme assez atypique avec des fenêtres triangulaires, très difficilement, à mon avis. On ne peut pas isoler par l'extérieur très facilement, sinon on dénature complètement le bâtiment. Donc il y a aussi, car parfois il faut savoir aussi peut-être changer l'usage, et puis donc pour un usage où on a peut-être moins besoin de chauffage, et ne pas dénaturer le bâtiment existant. Une question complémentaire, William Attelou. Oui, c'est un projet avec une approche environnementale qui est globale. C'est vrai que c'est un très beau projet, très bien conçu, très bien réfléchi pour réduire les besoins. Enfin, vous l'explicitez très bien et on le voit vraiment transcrire sur le projet. Je vais poser la même question, je parle de biodiversité aussi sur ce projet-là, sur notamment la cour. On la sent pas forcément végétalisée, alors que c'était pour des raisons liées à l'usage, des raisons de sécurité, des raisons autres, économiques ou autres. Pas avoir poussé en fait ce côté renaturation qui permet aussi d'apporter une nouvelle pédagogie pour les enfants en fait, et puis d'amener un peu plus d'ombrage aussi de matière naturelle, un exercice. C'est justement un des points sur lesquels on a achoppé sur ce projet, parce que typiquement, vous voyez ici, on a une limite qui est marquée, qui correspond à la reprise qu'on a fait des enrobés, pour essayer de conserver un maximum des enrobés existants. Il y a une demande dans les communes rurales, globalement, d'avoir plutôt des espaces de jeu en dur, considérant que l'environnement est déjà très végétal et qui sont plutôt à la recherche d'espaces qui se différencient de l'environnement naturel pour des pratiques sportives ou d'activités différentes. Cependant, on a essayé d'amener dans le projet d'introduire des problématiques de perméabilité des sols, entre autres avec ce ruisseau qui collecte les eaux et qui traverse le projet, avec ici un jeu de gradins qui permettait d'avoir une sorte de petite agora pour l'école qui était traitée entièrement en gravier. Mais c'est loin d'être évident. On avait monté avec Monsieur le maire un comité de pilotage pour suivre le projet, le présenter tout au long de son déroulement. Manuel Thébault est venu présenter une idée Gravel pour rassurer les gens sur la qualité du produit, sa stabilité, la taille des graviers. Il nous avait préparé 1 mètre carré de gravier qu'on a présenté aux enseignants, ainsi de suite. Le jour où on a livré ces zones en gravier, on a eu un barrage radical de tous les enseignants qui ont dit on ne veut pas que les enfants aillent sur le gravier, c'est dangereux. On a essayé d'argumenter avec l'aide de Monsieur le maire, de rediscuter, de leur rappeler les présentations ultérieures. Mais il y a des problématiques, et particulièrement quand on est sur des sujets de responsabilité, on a essayé de mettre en avant le fait que si on mettait en avant, si on proposait, c'est qu'on estimait qu'il n'y avait pas de risque et qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter de leur responsabilité, mais ça a été un vrai blocage. Ça reste sur beaucoup de projets où la mise en place de surfaces végétalisées et de surfaces perméables est problématique reçoit un accueil problématique et c'est un grand problème. Est-ce qu'on peut parler un petit peu, profiter de ce moment-là pour parler un peu de la concertation? Vous avez parlé d'un comité de pilotage. Comment vous avez procédé pour la concertation? Est-ce que les futurs usagers, les personnes qui font le ménage, les enseignants forcément, les parents d'élèves... Mais il y a eu des réunions régulières de présentation de l'avancement du projet, de présentation d'échantillons de matériaux. Effectivement, Christophe a parlé des revêtements de sol, ni de la gravelle, mais on a présenté les panneaux de faux plafonds en fibre de bois. Voilà. Est-ce que Donc, ça un vous comité a qui fait était composé évoluer? d'enseignants, les directions des 2 écoles,
et la municipalité, les conseillers. Ça vous a fait évoluer le projet à part la question de la cour? Alors, pas forcément beaucoup pendant les réunions. Ça a été plus... enfin, c'est parfois difficile, je pense, peut-être pour les utilisateurs de se projeter, malgré effectivement ce qu'on peut déployer en termes de plans, d'images, de matériaux, ce qu'on a sous les yeux, qu'on peut toucher. Il y a eu plus de réactions au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ce qui n'était pas forcément toujours facile à gérer. Typiquement, des hauteurs de lave-main prévues à une certaine hauteur qui remontait, qui redescendait. Enfin, C'est un peu tard quand même pour vous, quoi. C'est un peu tard et c'est pas facile à gérer avec les entreprises non plus. Voilà, c'est pas vrai avec tous les utilisateurs. On a eu par exemple la cantinière qui est remarquable au restaurant de Bouloir qui met en avant le fait qu'elle ne jette quasiment rien parce qu'elle cuisine tout sur place et qu'elle fait aimer tout ce qu'elle cuisine aux enfants. Elle a été très précise, très exigeante et très attentive. Elle savait ce qu'elle voulait, elle savait l'exprimer. L'organisation et l'extension de sa cuisine. Quelqu'un qui était très investi par sa charge professionnelle et qui avait vraiment envie de s'investir dans le projet. La maternelle, toutes ces problématiques qu'on a évoquées, c'est quand même aussi issu de discussions avec les enseignants qui nous ont dit bah oui, cette salle-là ne nous plaît pas. Enfin, voilà. Donc il y a des choses qui se sont faites quand même en réaction. Après, c'est sur des points plus spécifiques, comme par exemple sur les aménagements extérieurs, où là, on est sur des sujets qui sont entre deux, où les gens ne sont pas forcément projetés, et où on est en plus sur des vraies problématiques presque culturelles, mais une acculturation qui est encore nécessaire sur ces sujets. Et les enseignants et les parents d'élèves voulaient de l'enrobé. Ils voulaient de l'enrobé. Et au bout du compte aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent de l'environnement de cette école? On a été appelé dans la cour d'école. Vous voulez venir nous voir on a été appelé dans le cadre d'école maternelle effectivement à faire des modifs pour tenir compte de ça parce qu'on s'en sortait pas. Et puis alors, M. Janté et Mme Cheval avaient conçu aussi un espace dans la cour d'école élémentaire avec des galets, des grands galets. Alors, au côté, alors les grands galets, la nouvelle municipalité, vous avez réussi à les maintenir, mais on a sans arrêt, vous avez sans arrêt des retours des parents d'élèves sur le fait que les galets sont dangereux, alors que les galets n'ont jamais causé aucun accident et ils ne sont pas accidentogènes. Hein. Mais on a ça, nous en rappelé tout à l'heure, avec M. Lanty, ce sont des poteaux de la coursive, ce sont des poteaux ronds, mais ils ne sont pas forcément si dangereux. Alors, il faudrait les entourer c'est des de sujets matelas, qu'on on a vraiment une psychose, surtout chez les parents d'élèves, tout est dangereux. Enfin, moi, je l'ai beaucoup vécu quand j'étais maire. Tout est dangereux, et alors, du coup, il faudrait mettre des matelas. Dans les projets de scolaires, de bâtiments scolaires et de périscolaires, c'est vrai que il y a parfois des sujets récurrents sur dès qu'il y a un poteau, c'est un problème, il faut des matelas en mousse autour, alors que des angles de mur, ça pose pas de problème. Voilà, les enfants peuvent se manger le sol, les murs, des tas de choses, pas forcément que des poteaux. Et le rapport au ski, en fait, au bout d'un moment. Oui. Non, et puis c'est souvent vécu comme des supports de jeu très intéressants de la part des enfants, mais la crainte vient plutôt des gens qui ont la responsabilité des enfants. Pour autant, notre expérience aujourd'hui, ça nous a conduit à développer plus le côté participatif en amont des projets, parce qu'on se rend compte que plus on arrive à associer un maximum d'utilisateurs à la conception, plus on repousse ce genre de problème. Là, pourtant, Dieu sait qu'on a fait des présentations, et bon, mais il y a des points, particulièrement sur les aménagements extérieurs, qui ont évolué dans le mauvais sens, alors qu'au départ, c'était pas le cas. Mais... Je vais passer totalement à autre chose, mais c'est des questions aussi qui sont intéressantes. Et c'est aussi une très bonne proposition que vous avez faite sur le cerveau climatique, effectivement, pour l'hiver, effectivement, des apports solaires, pour avoir un espace tempéré, réchauffé naturellement, et effectivement, l'été, qui se ventile naturellement de manière automatisée. Comme ça, au moins, il n'y a pas l'usager n'a pas besoin de savoir comment on doit faire pour traiter et bien fonctionner. Ma question va porter plutôt sur les espaces du coup, des salles d'enseignement. Alors, ça aussi, c'était bien pensé. Effectivement, ils sont traversants, donc ça favorise une ventilation naturelle qui sera plus optimum. Pour autant, il y a des briques soleil extérieures, il y a aussi du coup, des stores extérieurs pour limiter les apports solaires. L'ouverture de fenêtres aussi, c'est une chose. Concrètement, lors de pics de forte chaleur, au mois de juin, maintenant on a des températures qui peuvent dépasser les 30 degrés sur une durée qui est de plus en plus longue. Est-ce qu'il y a eu un accompagnement, une pédagogie auprès justement des utilisateurs pour leur dire, ben voilà, le matin, vous pouvez ouvrir les ouvrants de ventilation naturelle jusqu'à 10 heures. Au-delà de ça, la température va arriver à 28-30 degrés, vous allez faire revenir de
des apports solaires. Les protections solaires, il faut les baisser aussi en fin de matinée parce que si on ne le fait pas, effectivement, il y aura beaucoup d'apports solaires, ainsi de suite. Donc concrètement, comment l'utilisateur en fait s'accapare finalement ce local-là, et est-ce qu'il arrive bien à optimiser le bâtiment pour que celui-ci finalement maintienne une température qui est optimale, je dirais. C'est ça la difficulté qu'on a souvent. Alors, on est dépendant aussi de l'usage. mais Et comment on arrive à... qui peut le mieux répondre? Alors, on n'a pas une démarche particulière après livraison du bâtiment pour expliquer les fonctionnements. Les fonctionnements, on a essayé de les présenter quand on a présenté l'ensemble du projet et la démarche bioclimatique qu'on met en place sur tous nos projets. Maintenant, effectivement, nous, on commence sur d'autres opérations à faire des petits livrets qu'on donne après. Mais même avec les petits livrets, en fait, le problème, c'est souvent le changement d'usager. C'est-à-dire qu'on a un prof qui est là en fonction pendant 2 ans, et puis il part, et le suivant arrive avec d'autres habitudes. Donc on essaie quand même d'avoir en fait une base architecturale fixe dans le bâtiment qui garantit le confort minimum. C'est-à-dire que tel qu'on a conçu les salles de classe, les brise-soleil permanents, c'est pour ça qu'on alterne brise-soleil permanent et store, permettent de déjà garantir, de couper un maximum des apports solaires pour que même si l'usager fait le mauvais choix, on ne tombe pas dans des situations d'inconfort extrême. Donc on travaille sur tout ça parce qu'on se rend compte que le problème, c'est beaucoup le champ. Enfin, l'usager, il varie dans un équipement public, il est amené à être remplacé, à être renouvelé, et il n'a pas toujours la transmission de la connaissance, même avec un document, elle ne se perpétue pas toujours. Effectivement, la transmission du savoir, elle est importante effectivement, par l'architecte, et à délivrer effectivement, notamment à la direction ou à l'exploitant, avec aussi un livrable, mais avec une présentation sur place, sur site, montrer comment ça s'occupe. Parce qu'effectivement, on voit la différence. Moi-même, je travaille aussi dans le milieu. On se rend compte que s'il n'y a pas cette passation-là, en fait, quelque chose qui se perd. Finalement, au bout de 3 ans, 5 ans, on va nous dire qu'il fait trop chaud, il fait trop chaud, il fait trop chaud. On va aller sur site. En fait, on va vite comprendre pourquoi il fait trop chaud. En fait. Parce que le fonctionnement, il n'est pas prévu comme ça. En fait. On n'a pas eu de retour comme quoi il faisait trop chaud. Tant mieux. Je suis d'accord avec vous. Si vous voulez bien passer le micro à M. l'agent maire. Je suis d'accord avec vous, mais on donne bien des consignes aussi concernant la serre. Donc vous l'été, tout ça, mais ils n'en tiennent pas compte du tout. Ils n'en font qu'à leur tête. Vous leur dites n'importe quoi, non, c'est pas ça. On a raison. Mais ça, on insiste, mais il n'y a rien à faire. C'est dur comme. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on a quand même, par exemple, on a maintenu la double flux dans les salles de classe, parce qu'il fallait quand même qu'on garantisse, enfin voilà, le système de ventilation naturelle c'était bien, mais on voulait être certain qu'il n'y ait pas d'inconfort qui se crée si jamais il y a un choix qui fait qui peut être un choix d'opposition, mais qui peut être aussi un choix dû à la méconnaissance, qui fait qu'on ne fait pas les bonnes actions sur le bâtiment. Dans la serre, la gestion des ouvrants, des coulisses. Si vous voulez bien prendre la parole, pour nous parler alors, de la gestion de la serre. Dans la serre, effectivement, on a une gestion des coulissants, des grandes portes coulissantes en façade qui se fait manuellement en fonction des besoins, des usages. Au moment de la récréation, ils ouvrent très largement. Ils peuvent laisser grand ouvert pendant la classe aussi, justement pour que ça soit l'été en tout cas très ouvert. L'hiver refermé dès que la récré est terminée pour qu'évidemment l'air soit tempéré. Mais on a le système automatique d'ouverture en toiture pour effectivement avoir toujours une forme de sécurité de base dans la gestion thermique et climatique, du confort thermique du bâtiment. Si on est toujours sur la question d'énergie, d'entretien, etc., est-ce que vous avez raisonné en coût global? Est-ce que vous avez pu dire à la commune combien ça allait lui coûter chaque année en entretien et en exploitation de ce bâtiment? On avait fait un prévisionnel en consommation de mémoire, mais c'était 15 000 kWh par an pour les 5 usages de la rénovation thermique. Et on a eu les consommations de 2019 et 2020, c'est ça. Et on est sur 19 000 kWh, donc tout usage compris. Donc vous êtes super content. On est très bien. Avec la problématique, en fait, nos parties de bâtiment ne sont qu'une petite partie de l'ensemble qui n'est pas forcément toujours rénové partie par Un petit mot sur l'acoustique. Alors, il y a l'acoustique à l'intérieur, et puis vous avez fait aussi un travail sur l'acoustique à l'extérieur, ce qui n'est pas commun. Comment vous avez traité ça est-ce que vous avez pris un spécialiste, ou est-ce que c'est une compétence que vous avez dans votre équipe de l'agence d'architecture? Alors,
on n'a pas pris de spécialiste pour ce projet, mais le fait est qu'on fait beaucoup de projets, on travaille beaucoup sur l'acoustique dans les salles de classe. Donc on calcule nous-mêmes les temps de réverbération. Et puis en fait, il y a quand même beaucoup de... Je voulais revenir sur cette idée, on travaille aussi dans une démarche relativement frugale, c'est-à-dire qu'on essaye toujours de trouver des solutions qui soient le moins technologiques possible, les plus constantes possible pour répondre au sujet. Et en fait, augmenter les surfaces d'absorption, c'est la première bonne solution pour réduire ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est-à-dire le fait que quelqu'un parle fort, à côté de quelqu'un qui parle fort, qui parle encore plus fort, et on arrive comme ça à un groupe d'enfants qui braillent, parce qu'ils sont en fait soumis à une mauvaise absorption acoustique qui fait que rien ne les appelle à baisser leur niveau de voix. Mais enfin, si on amène des enfants dans un cocktail... Ils font un bon effet cocktail. Et typiquement, alors on prévoit toujours ou en sous-phase de préau, systématiquement, 50% d'absorption en surface des préaux, plus de préférence, alors quand on est intérieur, un seul amortissant pour traiter l'origine des bruits, le choc, le déplacement de chaise, qui vont aussi rajouter du bruit à l'ambiance et vont amener à lever la voix. Et ça, c'est hors réglementation, c'est vraiment quelque chose où... Alors, hors il n'y a pas de réglementation, contrainte dans le cadre de spécifique. la réglementation d'accessibilité, il y a un seuil minimal de délai de réverbération qui est demandé dans les salles, mais on ne va pas tellement au-delà. Donc vous êtes allé bien au-delà, là. Nous, on y va naturellement parce qu'en fait, on a fait pas mal de groupes scolaires et d'écoles et on s'est rendu compte, alors moi je suis fils d'enseignant, alors j'ai vécu dans des écoles et dans des salles de classe longtemps et le bruit c'est un vrai sujet. Pour la qualité de l'enseignement, pour la paix de l'enseignant et sa santé psychique, parce que sinon il s'en sort pas si c'est trop bruyant, et pour le confort des enfants. Donc c'est vraiment un des points qu'on met toujours, qu'on traite toujours dans tous dans tous nos projets, et y compris quand on travaille sur des volumes importants. Des fois, on constate, on nous dit oui, vos salles de classe, mais vous faites des volumes qui sont quand même un peu en chapelle, est-ce que c'est pas trop par rapport aux enfants? Mais en fait, on les fait beaucoup parce qu'on essaye de ne pas avoir de surface trop symétrique dans les salles de classe pour casser les effets de réverbération et avoir une meilleure qualité acoustique. Excellent. Question dans la salle avant de monsieur. Oui, vous parliez de l'absorption d'eau dans les dans les cours d'école. Est-ce que le béton drainant est une bonne solution? Parce que c'est quelque chose qu'on va peut-être utiliser. Donc voilà, je voulais savoir si c'est une fausse bonne idée ou une bonne. Voilà. Alors je ne l'ai pas mise en œuvre, mais Manuel Thérault pourra vous répondre. Vous voulez venir, puisque vous faites partie de l'équipe projet. Alors, béton drainant, et puis peut-être que vous allez D'autres solutions. Hein, sur les matériaux. Le béton reste un béton, qu'il soit drainant ou pas. Bien sûr, on a besoin de surface minérale, on l'a entendu, hein, il y a des jeux d'évolution, on a des craintes des parents de se salir, et des enseignants aussi. Donc le béton drainant fonctionne en tant que tel, voilà. Par contre, en dessous, il faut aussi des matériaux drainants. Il faut un sol qui soit en capacité d'absorber cette eau-là, puisque sinon, en hiver, vous avez un risque d'éclatement des bétons s'il reste plein d'eau. Donc il y a un gros travail à faire, ça coûte cher. Un béton drainant, c'est 50-60 € de mètre carré, un enrobé, c'est 15. Donc c'est une vraie volonté. On a peu de recul sur 10-15 ans du colmatage. On sait qu'on a un colmatage à 20-25% très rapidement, hein, des feuilles, de poussière qui s'y met. Malgré tout, ça fonctionne. Donc techniquement, ça fonctionne. Maintenant, il y a tout un ensemble là-bas. On ne peut pas juste mettre un béton drainant sur quelque chose d'imperméable en dessous. Et dans l'entretien, il y a des choses spécifiques à faire? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de. Aujourd'hui, on est encore aux essais. C'est-à-dire que le meilleur entretien qu'on a trouvé aujourd'hui, c'est du balayage et de l'aspiration, de l'hydrodécapage, des choses comme ça. Et oui, ça peut fonctionner. Maintenant, j'ai envie de vous répondre que la meilleure des solutions, c'est de limiter les surfaces imperméables. C'est vraiment dans la conception, mais c'est vraiment dans la vision globale du projet où on peut limiter les surfaces là-dessus. Sur des cours d'école, c'est complètement jouable. Et comment on fait, par exemple, là je voyais qu'il y avait un petit doute à l'instant, où les parkings, il y a une certaine tendance à vouloir imperméabiliser. Comment est-ce qu'on fait pour vraiment choisir ce choix de laisser les sols absorber l'eau qui arrive Sur la partie parking, on a une grosse contrainte qui est structurelle, hein, c'est la voiture, c'est lourd, ça braque, donc on a besoin de remettre un sol qui soit résistant, mine de rien. Donc c'est pas tant là qu'on va essayer de jouer. On peut peut-être inviter les gens à utiliser un autre mode de transport. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut jouer sur le nombre de places. C'est-à-dire que si on se rend compte qu'on diminue le nombre de places, à un moment la contrainte fait que les gens vont faire autrement. Donc,
Ça, c'est un peu violent, je vous l'accorde, en tant que de politique, c'est pas facile à faire. Mais effectivement, le mieux, c'est de réduire les places. Maintenant, sur les cours d'école en tant que tel, moi, quand j'étais petit, on avait de l'herbe dans la cour et on n'est pas mort. Donc, encore une fois, c'est vraiment, mais c'est des mentalités à faire évoluer, c'est très très dur. Enfin, on se confronte aujourd'hui, il y a des choses qui sont compliquées. Nous, en tant que professionnels, on est là sur 2 ans, donc 2-3 ans de projet, donc on peut se permettre de pousser un peu les choses. Ou en tant qu'élu, c'est plus compliqué. Ou alors, après, c'est accompagné de changement, mais il n'est pas évident. Donc, on a des solutions alternatives, mais elles coûtent très cher. Et clairement, hein, sur un projet comme celui-ci, on va arriver à 15-20% du budget qui est alloué au VRD et aux espaces verts, ce qui commence à être des beaux budgets, mine de rien. On peut le faire, encore une fois, il y a 2 dimensions à voir. C'est la dimension, on va dire, intellectuelle, de dire ce qu'on est capable de faire ou pas, de ce qu'on est capable d'accepter ou pas, et puis la dimension technique où là, on va trouver des solutions et pas de problème. Alors, comme on est dans ces questions-là, un peu carbone, peut-être, ou un Martin, qui est aussi chef de projet bas carbone et résilience à Novabine. Oui, peut-être sur les matériaux, il faut savoir, est-ce qu'il y a une analyse de cycle de vie qui a été faite? On n'est pas parlé, donc je peux imaginer que non. Mais est-ce qu'il y a un travail sur le choix des matériaux en fonction des émissions de gaz à effet de serre, de manière à pouvoir limiter au maximum cette empreinte carbone? Alors, globalement, nous, on défend une architecture sur une base de matériaux bio et biosourcés. Après, comme notre consoeur, on est contraint aussi à des contraintes budgétaires, qui fait qu'on essaie de l'équilibrer sur les projets, de proposer un maximum de matériaux biosourcés, tout en essayant de les mettre là où ils sont les plus performants et là où ils ne pénalisent le moins le budget global de l'opération. Sur le projet, là, on a moins eu un travail que sur le cycle de vie que sur une approche générale de la problématique du carbone. En voulant vraiment, on a vraiment mis l'accent sur la problématique du bois local. On a décidé de travailler le châtaignier parce qu'on savait que c'était un bois où, malgré les contraintes des cadres des marchés publics, en désignant le châtaignier comme essence choisie, on allait se retrouver sur du bois local. Et on a choisi de mixer du coup une partie de ganivelle qu'on voyait en surface de préau avec le bardage qui est plus, qui est brut de sciage, parce qu'on choisit du brut de sciage pour qu'il vieillisse mieux, mais qui est plus travaillé et qui est plus coûteux sur le bâtiment. C'est un équilibre qu'on a fait pour essayer d'amener ce matériau parce qu'on voulait vraiment mettre l'accent sur l'usage de matériaux biosourcés, qui amène des contraintes parce qu'il y a des coulures de tanin terribles sur le châtaignier. Donc on s'en rend peut-être pas compte, mais en fait tous les ouvrages sont traités de façon à ce qu'aucune coulure ne puisse arriver sur un matériau qui va être taché. On a eu une expérience sur le chantier, M. Boucher s'en souviendra, où il y avait un drain qui avait été oublié en pied de bâtiment. En une semaine, le sol était noir. Ça a été derrière, on a rouvert le drain, ça a été rincé par la pluie. Mais c'est des contraintes, là on a vraiment mis l'accent là-dessus, parce qu'on s'est dit, voilà, sur le bilan carbone, on peut mettre des isolants biosourcés. Après, on a beaucoup de difficultés, et à l'époque du chantier, on n'était pas dans nos capacités de vérifier quel était l'impact carbone réel de la provenance d'un panneau USB, d'une laine de bois ou autre. Par contre, le châtaignier, c'était un élément sur lequel on était capable de travailler pour se dire là, on va avoir un bois local, on connaît un fabricant local, on sait qu'il va se positionner sur l'appel d'offres, on sait qu'il va être le mieux disant sur la région, et que ce bois, on pourra garantir qu'il a parcouru peu de chemin pour arriver sur le chantier, et que donc on va avoir effectivement une réduction du carbone. Et en isolant, qu'est-ce que vous avez choisi? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a alterné. On a l'isolant en laine de bois sur l'ITE, l'isolation thermique par l'extérieur, parce qu'elle fait aussi office de pare-pluie. Donc c'est intéressant, on cumule 2 fonctions en une. Et puis on a de la laine de bois également en toiture, parce que là ça permettait, c'était un des endroits où c'est intéressant de renforcer l'inertie et de renforcer le déphasage dans les bâtiments. Par contre, par souci d'économie, en intercalaire des murs à ossature bois, on est sur une laine de roche qui est beaucoup moins coûteuse. Et ça, c'était pareil, c'était dans un choix global de l'économie du projet. J'ai juste une question, je ne vais pas citer la marque, mais j'ai bien vu le produit. Est-ce que du coup, vous avez carrément poussé, parce que le produit existe avec des ressources françaises, Le micro sur le menton. avec des ressources françaises, pour sa laine de bois, et sinon c'est de la ressource européenne. Est-ce que vous avez du coup été vigilant sur effectivement la fibre de bois, est-ce qu'elle est
Alors, Tendance française ou est-ce non, que- si, je pense que si vous pouvez, je crois qu'il y a une photo, mais on ne voit pas encore la marque. Mais je... Moi, j'ai pas de problème à citer la marque. Hein. On n'est pas à la télé. Oui, je sais pas si c'est Steco ou pas. Si, c'est ça. C'est Steco. Mais je crois que c'est oui. Mais à l'époque, Je suis pas sûre. Steco, je crois que c'est les seuls à faire partout. Il semble. ouais, c'est Steco, voilà. Et donc, alors, il vient de nous, alors, C'est ces encore produits-là. plus le sujet, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, Steco a une usine en France, Ah oui, une usine en Pologne. ouais, c'est vrai. Alors, En fonction de la vigilance qu'on prête, il y a le F, voilà, qui fait que c'est français. Mm. À la ressource, on sait qu'elle est française. Donc, Et on le sait qu'à l'arrivée ou on le sait dans la Non, on commande? le sait sur la commande, c'est pour ça que je me disais ce que vous avez. on le sait sur la commande, alors c'était pas, on n'avait pas abordé cette problématique sur ce chantier. C'est quelque chose qu'on est en train de regarder de façon beaucoup plus attentive en prévision de la mise en place de l'ARE, parce que ça va devenir central de regarder ces éléments-là. C'est une problématique qui était difficile à encadrer dans les marchés publics aussi à l'époque, puisqu'on n'avait pas possibilité de forcer au choix d'un matériau local. C'est pour ça qu'on a joué typiquement sur le châtaignier, parce qu'en fait là, stratégiquement, on savait qu'on allait orienter l'achat des matériaux rien que par le choix de cette essence, et qu'il pouvait difficilement varianter par autre chose. Mais on construit actuellement des bâtiments en paille, où on a déjà eu dans des offres des gens qui prévoyaient d'amener de la paille d'Espagne. Donc ça peut être problématique. Et on a des confrères CRR à Angers qui, pour pallier à ce problème-là, ont fait un marché paille en amont, ont donné comme contrainte l'obligation de stocker la paille à moins de 100 km du chantier pour contraindre les fournisseurs à être local. Mais il y a pas mal d'astuces comme ça qui sont à mettre en place. À l'époque, on n'était pas tellement nous, sur les produits industriels. C'est en plus des fois très dur à tracer. Il faut qu'on soit au bon moment sur le chantier. Je ne vous cache pas, des fois on arrive sur le chantier, on nous a promis du Steco et puis on trouve une étiquette Pavatex, on dit il y a un petit souci. Mais c'est sur des produits très industriels, très transformés. C'est d'autant plus difficile qu'en plus même la provenance de la matière qui est dedans est difficile à identifier. On a aujourd'hui une crise sur le matériau bois qui vient principalement des matériaux d'import qui sont incorporés dans tous ces produits et dont on ne perçoit aujourd'hui le fait que c'est de l'import lointain que parce que la coupure des approvisionnements fait sentir que tout d'un coup les panneaux USB deviennent durs à trouver, mais parce que l'OSB, en fait, c'est du bois déchiqueté qui vient de l'autre bout du monde. Et on a énormément de mal et on n'en trouve pas de local. Moi, je ne sais pas en trouver de local aujourd'hui. Merci beaucoup. Une dernière question sur la récupération des eaux de pluie. C'est souvent un travail nécessaire dans les écoles. Et est-ce que cette extension d'école a provoqué une aggravation, une augmentation des récupérations d'eau sur la commune? Comment est-ce que vous avez géré ça? Alors, sur ce projet-là particulièrement, on est quasiment à l'équilibre parce qu'entre les surfaces qu'on a imperméabilisées et puis les surfaces qu'on a rebutélisées, notamment cette partie-là, on a forcément créé un parking, mais en créant un parking en désagréable, on a encore une fois limité l'apport. Donc, il n'y a pas de calcul puisqu'on est dans des surfaces qui ne n'obligent pas, et en rénovation encore moins. Pour autant, nous, on avait une volonté. Il faut comprendre la problématique de l'eau, c'est pas une problématique de il pleut pas. C'est une problématique de phasage. Et on le voit de plus en plus avec les épisodes qui nous arrivent, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins d'épisodes pluvieux, mais ils sont de plus en plus violents. Et la principale problématique des réseaux des communes qui ont connu des extensions successives, c'est que les réseaux qui sont en aval, à la fin, eux, saturent. Et ils saturent parce que l'eau arrive vite. L'époque du tout tuyau, années 70, on a emmené l'eau, à partir du moment où on n'était plus dans la parcelle, tout le monde était heureux. Et aujourd'hui, on arrive à une problématique où, quand il se met à pleuvoir, toute l'eau arrive en même temps. Donc là, le principal traitement, c'est du déphasage. C'est comme le thermique, en fait. L'idée, c'est de retarder la goutte d'eau le plus tard possible au niveau de l'exutoire et au niveau du collecteur public. Faut savoir que, par exemple, une goutte d'eau qui tomberait sur la toiture du préau pourra mettre 2 à 3 jours à retrouver le collecteur public. Entre le moment où elle tombe, le moment où elle essaie de passer entre les galets, le moment où elle rentre dans la terre, le moment où elle va dans le train, Il faut faire un petit circuit. On ralentit au maximum son déplacement. Alors, ça a des problématiques sur les gros épisodes. Donc, on peut se retrouver avec des gros épisodes, ça monte un peu en charge, mais bon, généralement, on n'est pas dans la cour à ce moment-là. Et après, ça revient dans le sol. Donc là, on est vraiment sur du déphasage, c'est plus du déravage, c'est plus de pas mal de choses. Il faut savoir que le parking qu'on a vu tout à l'heure, il y a une seule grille de collecte des eaux pluviales. Et elle est jamais saturée, je pense pas l'avoir vu beaucoup saturée, parce que l'INRL a cette capacité d'absorber, donc c'est juste une sécurité au cas où.
Donc voilà, l'idée c'est vraiment de travailler du déphasage pour reculer le moment où... On est en train de dépasser, donc je veux bien que vous ajoutiez, mais c'est un mot, s'il vous plaît, Christophe. Juste relativement à la région, parce que dans la Sarthe, on a aussi, il faut faire très attention parce qu'on veut beaucoup infiltrer, mais on a aussi des problématiques de sous-sol. On est sur des sols qui sont parfois très argileux, et où en fait, on ne doit pas trop infiltrer pour pas avoir des gonflements d'argile qui viennent déstabiliser les bâtiments. Donc il y a vraiment un jeu qui se fait plus. Alors on parle d'infiltration, mais on fait de l'infiltration effectivement dans un souci plus de déphasage, aussi à cause de ça, parce qu'on ne peut pas non plus stocker. On essaie de drainer sur du long terme et d'évacuer lentement, parce qu'on ne peut pas forcément faire rentrer l'eau dans les sols au risque de complètement déstabiliser les bâtiments. Très très bien, c'est sur ce mot-là qu'on va applaudir l'ensemble de l'équipe.